Pourquoi as-tu émigré du Venezuela? Peut-être pendant toute une journée. J'étais à l'université et je n'avais qu'un morceau de pain à manger, un morceau de pain pour toute la journée. En vérité, la partie qui m'a poussé à prendre la décision, c'est que c'était la situation la plus difficile. C'est quelque chose qui m'est arrivé avec l'un des corps de police du pays. Tu as littéralement passé 3 jours en prison. J'ai passé 3 jours dans une cellule, disons de ce dont je me souviens, 3 sur 4 mètres, avec 30 personnes à l'intérieur. Oui, et bien depuis quelques années, j'ai travaillé avec des marques comme Red Bull ou des marques de vêtements d'aventure, en faisant des publicités ou des projets. Est-ce que tu retournerais vivre au Venezuela? Raconte-nous toute ton expérience, comment as-tu fini ici? Je viens d'une famille très travailleuse du côté de ma mère. Mon grand-père venait du Liban, ma grand-mère vient de Syrie. Et même si je n'ai pas beaucoup connu mon grand-père, ce qu'on me racontait, c'est qu'il travaillait en vendant dans tout le Venezuela et qu'il conduisait un camion qu'il avait transportant des vêtements et des sacs que nous avons encore aujourd'hui. En 2026, il est mort quand j'avais 3 ou 4 ans. Je ne m'en souviens pas, mais il voyageait souvent à travers le Venezuela. Peut-être que c'est de là que j'ai hérité les gènes et mon amour pour parcourir mon pays du côté de mon père. Il est portugais, il est né au Portugal, puis à l'âge de 8 ans, il est venu au Venezuela et, il est arrivé à Petare. Il a commencé à travailler dans une boucherie, une boulangerie, une poissonnerie, une boutique de spiritueux, jusqu'à ce qu'il puisse économiser, demander des crédits quand il y en avait au Venezuela et ouvrir sa première entreprise. Et à partir de là, en ouvrir d'autres. Quand j'étais petit, mon père se réveillait à 5h30 du matin. À 6h, il nous emmenait à l'école pour arriver à 7h. Et ensuite, je ne le revoyais pas avant 10h30, 11h du soir, parce que les boulangeries à cette époque demandaient beaucoup de travail. Et aujourd'hui aussi, mais bon, disons que les procédés se sont améliorés. Confiant aux responsables, aux affaires, des plus jeunes pour faire le boulot. Je vous raconte tout cela parce que j'ai grandi en pensant que c'était la seule façon de gagner de l'argent. Le travail physique dur qui demandait énormément de temps et qui n'était pas toujours ce que tu voulais parce que moi, en parlant avec mon père, il me disait qu'il faisait du motocross. Il a été champion national de motocross au Venezuela et Yamaha le sponsorisait et tout là-bas. En 80, si je ne me trompe pas, et quand il a gagné des championnats nationaux, Yamaha lui a dit « Bon, écoute, on peut t'emmener aux États-Unis pour que tu continues ta carrière et tout ça. » Mais il savait que les motards ne duraient pas longtemps, c'est-à-dire que c'est une carrière qui demande énormément d'efforts physiques. Et il disait « Non, écoute, en tant que sportif, il ne me reste plus beaucoup de temps. » Et puis, toute l'histoire des motards qui perdaient leur argent et qui vivaient en faillite, etc., etc., les affaires, c'est aussi quelque chose qui le passionne. Mais honnêtement, je me disais, écoute, c'est difficile. Je ne me vois pas me réveiller à 6h du matin, aller à une boulangerie et rentrer à la maison à 10h du soir. Je vous raconte tout ça parce que je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour réussir à faire et avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et ce que j'ai, le style de vie. Et je ne suis pas un cas isolé. Je ne suis pas 1 sur 1 million. En fait, il y a beaucoup de personnes et moi, j'adore ça. J'ai toujours essayé de rencontrer des Vénézuéliens vivant à l'étranger pour qu'ils me racontent leur histoire. Et ceux qui font vraiment ce qui les passionne, ils réussissent super bien et vivent littéralement la vie de leurs rêves. Bien sûr, avec beaucoup de sacrifices, parce qu'on pense que vivre de ses rêves, c'est ce qui nous passionne. C'est ne rien faire ou travailler une demi-heure par jour et puis se la couler douce, non? En vérité, il y a beaucoup de travail derrière le fait de vivre de ce qui te passionne, parfois même plus qu'un travail conventionnel, de 9 à 5. Au final, tu fais ce que tu aimes. On dit que travailler dans ce qu'on aime, c'est vivre de sa passion, pas travailler. Mais bon, toute cette super introduction que je vous fais, c'est parce qu'on va découvrir l'histoire d'un ami, d'un frère que la vie m'a donné, qui littéralement est parti de tout en bas. Il est passé par des moments très difficiles et aujourd'hui, il a réussi à être regardé au sommet de la France, c'est-à-dire tout en haut. Un putain d'idole. Et excusez-moi les parents qui ont des enfants qui regardent cette vidéo,
Mais franchement, c'est un exemple clair que si on poursuit ses rêves, qu'on va à contre-courant et qu'on travaille dur sur ce qu'on veut dans cette vie, sans avoir un travail ennuyeux ou conventionnel, sans devoir attendre d'avoir 50 ou 60 ans pour pouvoir prendre sa retraite et vivre de ses économies. Parce que cette fausse croyance qu'on m'a aussi inculquée, tu dois travailler très dur pour qu'à 60 ans, tu sois tranquille. Non, 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 oubliez ça, la plus belle partie de la vie. Je dirais que c'est entre 20 et 50 ans qu'on a le plus d'énergie physique, où on peut pratiquement faire ce qu'on veut. Et attention, après 50 ans, il y a aussi ceux qui sont restés bien actifs et qui ont travaillé non seulement sur leur santé financière, mais aussi sur leur santé mentale et leur santé physique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux vous présenter Kevin. Vous l'avez déjà rencontré dans d'autres vidéos que nous avons faites à Punto Fijo ou celles que j'ai faites ici à Courchevel l'année dernière en France. Mais aujourd'hui, je veux vous raconter son histoire pour que vous soyez inspirés et motivés. Autant que moi, chaque fois que je m'assois pour discuter avec lui, chaque fois que je passe du temps avec lui et qu'il me raconte des anecdotes de sa vie. Pour ceux qui ne nous ont pas vus sur Instagram, ces jours-ci, nous sommes venus skier à Courchevel pour une semaine. Ninita est en train d'apprendre. J'ai très mal partout, mais j'ai déjà un peu moins peur. Le premier jour fut difficile pour elle, mais hier c'est très bien passé et je suis sûr qu'aujourd'hui ce sera encore mieux pour toi. Et ça s'est très bien passé pour moi. Grâce à une personne spéciale qui a rendu cela possible et qui s'appelle Kevin, je vous présente officiellement Kevin. S'il te plaît, parle-nous un peu de toi. De moi, voyons voir. Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je suis réalisateur de films d'aventure et de sport. C'est comme ça qu'on me décrit, c'est ma passion. Tu es en train de trop résumer. Trop? Oui, tu as travaillé avec des marques incroyables que tu devrais citer. Oui, depuis quelques années, j'ai travaillé avec des marques comme Red Bull ou des marques de vêtements d'aventure en réalisant des publicités. Des projets sportifs. Et maintenant? Eh bien, cela fait 4 ans que je suis dans ce paradis où je fais aussi des vidéos de ski. Je dirais non. Incroyable. Et pendant leur temps libre, ils apprennent à leurs amis à skier. Nous apprenons à leurs amis à skier et guérissons aussi des traumatismes. Haha. Alors voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez nous voir skier un peu sur la plus longue piste skiable du monde avec plus de 600 km qui est Courchevel. Et en plus, découvrir l'histoire de ce champion dont je vous ai déjà fait une brève introduction il y a quelques minutes. Alors on chausse les skis, on avance et on commence à chaque question pour que vous, comme nous, soyez inspirés par ce champion. On y va. Pas que le premier me voit. Et tu es une autre personne? Oui. Tu es vraiment suisse, mais pas à cause de l'odeur du fromage. Tu ne comprends pas la référence? Tu dois regarder la vidéo qu'on a publiée sur Instagram de mon premier jour de ski. C'est ça. Raconte-moi un peu ta vie au Venezuela. Si on commence depuis le début, je suis né à Los Teques, mais depuis l'âge de 2 ou 3 ans, et pendant presque toute ma vie, j'ai vécu à San Juan de Los Moros, donc je me sens huariqueño, sanjuanero de cœur, même si je n'ai pas l'accent. Mais bon, quand j'ai terminé le lycée, je suis parti à Caracas parce que j'allais étudier à l'UCB. L'ingénierie n'a rien à voir avec mon activité actuelle, mais c'est pourtant une autre de mes passions, même si je ne la pratique pas. Ça a duré jusqu'en 2017. J'ai vécu à Caracas pendant 4 ans et ensuite, au début de 2017, j'ai émigré. Je suis parti en Espagne avec ma famille. Je veux que tu me racontes les principales raisons pour lesquelles tu as émigré. Mais avant, continuons à skier un petit moment parce que je suis fasciné par les progrès de Ninita. Tu veux me faire monter dans ce téléphérique, celui où on s'assoit et où il y a toujours des reels viraux de gens qui tombent? La blague, Va s'arrêter. tu dois arrêter de regarder Instagram? Pläne?
avec cette belle vue que nous avons devant nous, je veux te poser l'une des questions peut-être les plus difficiles de toute l'interview et c'est pourquoi as-tu émigré du Venezuela? Raconte-moi quelle a été l'histoire ou quelles ont été les histoires qui t'ont amené à prendre cette décision si difficile. Eh bien, comme je te l'ai dit avant, je suis parti en 2017, au début de 2017, et je sens que c'était l'une des pires périodes du pays. Et bon, à quoi bon le répéter, n'est-ce pas? Comme beaucoup le savent, ou peut-être pendant toute une journée. J'étais à l'université et je n'avais qu'un morceau de pain à manger, un bout de pain pour toute la journée. En réalité, c'est la situation la plus difficile qui m'a décidé, liée à une expérience avec un corps de police du pays. Et j'ai senti que c'était la partie la plus injuste. On ne peut pas dire que je le méritais. Pour résumer un peu, un jour je sortais de l'université, je venais de finir un partiel, un examen, et il y avait une opération de police devant l'université. Mais quand je suis sorti, c'était déjà terminé. Il n'y avait que les policiers et les personnes qu'ils avaient arrêtées quand je suis passé à côté d'eux pour aller à l'arrêt de bus. Sans le vouloir, le sac à dos, le sac que je portais d'un côté, a frôlé l'un des policiers. Comme on dit chez nous, il m'a choisi et a dit « Celui-là, je le veux, aujourd'hui je vais le faire ». Quel âge avais-tu à ce moment-là? Si je ne me trompe pas, j'avais 20 ou 21 ans. Waouh! 20 ou 21 ans donc, évidemment, j'étais effrayé, n'est-ce pas? Quand à ce moment-là, il te dit « Regarde, je t'appelle comme ça » et il te demande « Tu m'as bousculé ?» Et moi, pour être honnête, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que je pense que le contact était minime. Il m'a dit « Ah, tu ne t'es pas rendu compte? Ah, viens ici, je vais t'apprendre à respecter. » Il m'a sorti les livres du sac, il m'a sorti ses vêtements que j'avais pour me changer. Il a tout jeté comme ça, entre la voiture et le sol. Et évidemment, je n'avais plus rien. Il m'a aussi pris mon portefeuille, il a sorti chaque carte que j'avais, il a tout jeté comme ça. Mais bon, il était décidé que j'étais la personne qu'il voulait emmerder ce jour-là. Tu l'as rencontré au mauvais moment? Oui, il m'a emmené. Ils m'ont placé avec les détenus, retiré mes tresses et chaussures, attrapé les mains derrière le dos, puis mis la chemise par-dessus. Que t'ont-ils dit? Quelles raisons ont-ils donné pour t'arrêter? Ils ne m'ont rien dit. Ils n'ont rien dit sur le risque, seulement que tu es arrêté. Waouh! Puis j'ai appris, mais bon, ils m'ont emmené dans une cellule de ce corps de police où je suis resté pendant 3 jours. Waouh! Et quand tu as entendu les accusations, ils m'ont accusé comme si j'avais volé une moto, c'est même passé dans le journal. J'étais considéré comme un criminel parmi les autres. Selon eux, l'accusation ressemblait à un vol de moto. C'est-à-dire, littéralement, tu as été en prison 3 jours pour avoir bousculé un policier sans t'en rendre compte, exactement. Et je pense que ce n'était même pas un vrai choc, juste un frôlement, tu vois. Pour être honnête, je pense que c'était vraiment injuste. J'ai passé 3 jours dans une cellule, enfin d'après ce dont je me souviens. 3 mètres sur 4, avec 30 personnes à l'intérieur. Tu entres, tu es debout, il y a 30 personnes qui sont des meurtriers, des escrocs. Imagine simplement un étudiant universitaire de 20 ans. Bien sûr, j'avais peur, mais je ne l'ai pas montré. En entrant dans la cellule, tu restes debout sans t'asseoir jusqu'à ce qu'on t'y autorise. Je dois admettre que les criminels m'ont mieux traité que les policiers. Waouh, c'est dur, vivre ça à 20 ans. Oui, c'est vrai, enfin, Je pense vraiment que ce sera toujours injuste si tu n'as aucune accusation et qu'on t'envoie quand même en prison. Mais quand tu es si jeune, c'est comme une panique que tu ne peux pas contrôler. Oui, parce que tu ne sais pas ce qu'ils peuvent dire qui pourrait te nuire. la vérité, c'est que ça a duré 3 jours parce que, évidemment, ça n'avait aucun sens d'être là, mais c'était 3 jours parce que, malheureusement, c'était un vendredi. Le vendredi, samedi et dimanche, ils ne pouvaient pas t'emmener au procès. Donc nous avons attendu lundi. C'était à peu près ça. Je ne me souviens pas bien de l'histoire, mais le lundi, on m'a présenté à un juge, j'ai expliqué, et ils m'ont relâché tout de suite, disant que je devais partir. C'est-à-dire, ils t'ont retiré les charges, ils t'ont tout enlevé, tu étais censé avoir volé une moto, et exactement, waouh, ça devait quand même être ta famille, enfin... Je pense que ma famille était plus effrayée que moi à l'intérieur. Comme je t'ai dit, les prisonniers, ceux qui étaient là depuis 2 ans, 3 ans en cellule, franchement, ils m'ont même donné à manger. Je n'avais rien mangé depuis tous ces jours, ils m'ont donné à manger. Comme tu l'as dit, quand les policiers sont arrivés, ils m'ont frappé et donné un coup de genou. Ceux qui étaient là dans la cellule, à aucun moment ils ne se sont comportés violemment ou grossièrement envers moi. Oui, surprenant, non? Ça ne devrait pas être l'inverse? Bien sûr, je suis vraiment désolé, vraiment que ça te soit arrivé. C'est une histoire qui se répète souvent. Oui, totalement.
Je suis sûre que tu n'es pas le seul. Beaucoup, évidemment, après les manifestations, mais il y a aussi eu des gens qui, en fait, je pense que ça n'a jamais vraiment cessé complètement. Oui, en vérité, on voit beaucoup de cas qui datent de plusieurs années, et je peux dire que mon cas est quelque chose de minime. Mais vraiment, ceux qui savent déjà savent qu'il y a eu des cas 1000 fois pires que celui-là. Non, et ce n'est pas pour minimiser, c'est-à-dire, pareil, je pense que même si c'est juste 3 heures, c'est horrible. Oui, la peur, non. La peur, non, ce n'est pas facile. Non, non, non. Et juste quand tu sors de prison, tu décides d'acheter ton billet et d'émigrer tout de suite. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où ils t'ont libéré ce lundi de 2017 et celui où, eh bien, tu as pris la décision et tu l'as fait? Quelques mois ont passé car la situation ne permettait pas d'acheter un billet pour Madrid immédiatement. Bien sûr. J'ai toujours été une personne entreprenante. Depuis tout petit, depuis que j'ai des souvenirs, je me rappelle avoir toujours essayé des choses. Et à ce moment-là, j'avais une sorte de business où j'achetais des choses à l'étranger. Je ne me souviens plus si c'était en Chine ou sur Mercado Libre. Et ensuite, je cherchais des revendeurs, je revendais les produits. Pardon. Et avec ça, j'ai aussi commencé à économiser. Mon père a un peu ouvert la voie, il m'a laissé des choses à lui que je pouvais aussi vendre. Grâce à cela, j'ai réuni assez d'argent pour acheter le billet pour Madrid, environ 3 mois plus tard. Je veux en savoir plus sur tes entreprises au Venezuela en dehors de celle-ci. J'en connais une liée au tourisme, mais je préfère que tu la racontes toi-même. Et je veux aussi savoir comment se sont déroulées toutes ces étapes pour réussir et arriver là où tu es aujourd'hui. Mais bon, descendons d'abord, voyons comment ça se passe. Premier conseil, si vous voulez skier en France, n'ouvrez pas Instagram ni TikTok, ne regardez rien, c'est vraiment ça. Le traumatisme est réel parce qu'on regarde, on met un like, on partage et c'est fini, voilà c'est tout. Mais des millions de reels de tragédies à la montagne, ça aussi ça paie. Une instructrice le disait hier dans ses stories, ça coûte moins cher que de se faire opérer du genou, que d'avoir une fracture, que de passer un mauvais moment ou même de garder un traumatisme à vie. Si vous avez la possibilité de venir skier, payez une instructrice, parce que cela va vous permettre de profiter du sport, et si vous voulez... Que nous vous en recommandions une, la meilleure. Courchevel, c'est aussi la petite amie de Kevin, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'an dernier. Je lui ai fait une petite interview et elle m'a raconté comment était la vie ici. Mais si vous ne l'avez pas vue, je vais vous inviter à la regarder après cette vidéo, parce qu'elle est vraiment, vraiment incroyable. Une jeune fille aussi, vraiment très jeune, qui travaille depuis l'âge de 16 ou 17 ans et qui est monitrice ici depuis 6 ou 7 ans, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Et elle n'a que 25 ans. Elle parle 5 langues, oui. Donc, si vous cherchez un instructeur et un photographe ou vidéaste privé, vous avez déjà le combo. Kevin et Eileen. Ne faites pas ça chez vous, sortez des pistes. Mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est agréable, c'est incroyable. On dirait que je vole et l'année dernière, j'ai déjà eu une situation en essayant de voler. On a l'impression de voler, littéralement, comme si on volait vraiment. Et il a volé. Et il a volé, et il m'a fait voler, et je me suis envolé loin de lui. Parce que littéralement, je me suis pris une sacrée claque. Ah, il faut que j'arrête de répéter cette phrase sur voler. Mais j'ai volé à cause de lui, mais ici c'était à cause du vol. Frérot, raconte-moi un peu ces entreprises que tu as eues avant de quitter le Venezuela et qu'est-ce que tu as fait en premier en arrivant à Madrid? Écoute, en vrai, il y en a eu tellement que tout a commencé dès l'école primaire, au collège. Et je me souviens que grâce à ça, qui était quelque chose d'aussi simple que d'acheter des friandises chez les Chinois et de les vendre à Comodoro, dans la classe. À 12 ans, je me suis acheté mon propre téléphone. Waouh! À 12 ou 13 ans, j'ai eu mon premier téléphone comme ça. Cela m'a toujours plu et j'ai continué à le faire. Plus tard, ça a changé. C'était surtout des chaussures, des chemises, tout l'ensemble. Instagram était nouveau, donc ces choses-là étaient aussi très populaires.
et ça a été l'une de mes premières entreprises un peu plus sérieuses. L'une des dernières choses que j'ai faites quand je vivais déjà à Caracas, c'était de guider des gens à San Juan de los Montes. Les Morros, comme je connaissais les Morros et que j'y étais monté plusieurs fois, je me suis dit, ah bon, voyons voir ce que ça donne d'emmener des gens, non? Alors, tu vois, ça a commencé par emmener des gens aux Morros, puis ça a évolué. C'était comme les emmener, leur fournir le transport, prendre des photos, des vidéos, préparer la nourriture. Et c'était vraiment sympa, parce que j'emmenais des gens de Caracas, Caguas, Maracay, Valence, pour leur faire découvrir mon petit village. Tu sais quoi? C'était amusant. Oui, non, super joli. Nous ne connaissons pas encore les Moros, alors quand tu reviendras au Venezuela, j'espère que ce sera cette année, viens nous voir à San Juan de los Moros. D'accord, allons-y, je ne me souviens plus de l'itinéraire, mais avec Google Maps. Exactement. Avec Maps, Nous avons un avantage de nos jours. Et une fois arrivé à Madrid, quelle a été la première chose que tu as faite? moi avec la partie vidéo et photo, je le faisais déjà depuis un moment au Venezuela. Mais c'était plus comme un passe-temps, tu vois. C'est classique, dès que tu as un appareil photo, on te demande de venir filmer à une fête ou autre. Exactement. Et ça a commencé à me plaire. En plus, quand je voyageais à Roraima, à Maracaibo, à Tuja, j'ai voyagé dans beaucoup d'endroits, j'adorais faire la vidéo du voyage. Même à Villa, El Avila, je le connais presque entièrement de bout en bout, j'y allais pour prendre des photos, faire des vidéos. Quand j'étais à Madrid, à l'université. J'ai aussi eu l'opportunité de faire quelques travaux avec la vidéo, et c'était toujours en lien avec l'aventure, la montagne, le sport. Et voilà, j'ai continué avec ça. As-tu fini tes études commencées au Venezuela, à Madrid? Tu m'as dit avoir étudié 4 ans à la Centrale. Oui, j'ai fait 4 ans d'ingénierie. D'accord. Ensuite? Quand j'ai voulu la continuer à Madrid, malheureusement, le programme Oui. n'était pas le même. Donc comme j'ai perdu environ 3 ans, ça m'a aussi un peu démotivé, mais j'en étais au point où je faisais des vidéos ici, des vidéos là-bas. N'importe quoi, tu sais, un peu en mode survie. Je suis même devenu auto-entrepreneur. D'accord. À un moment, j'ai décidé d'arrêter de partager mon temps et de me consacrer entièrement à une seule chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fond dans la partie réalisation de films. Tu as quitté l'université? Je me suis retiré de l'université. C'est l'un des restaurants où j'ai filmé lors d'environ 40 ou 50 fêtes de DJ célèbres qui invitent, comme Black Coffee, Blondie. Nous avons fait une petite pause pour déjeuner et je veux en profiter pendant que nous digérons le repas. Avant de retourner sur les pistes pour poser encore quelques questions à Kevin, mais d'abord, regardez ces petites queues de Valérie. Qu'est-ce que vous pensez de ce style? Maintenant, entrons de nouveau dans le vif du sujet. Frérot, selon toi, quel est le défi ou quels sont les défis les plus difficiles pour un Vénézuélien lorsqu'il émigre? Je pense que ce n'est pas seulement pour un Vénézuélien. Cela peut arriver à beaucoup de gens et en fait, ça m'est arrivé de nombreuses fois, pour être honnête. Comme toujours, j'ai cherché à franchir la prochaine étape, à évoluer dans ma carrière, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'ai déjà vécu dans 7 pays différents et quelque chose que j'ai toujours eu en commun, c'est que j'ai toujours ressenti ce syndrome de l'imposteur. Je me demandais pourquoi il me choisirait plutôt qu'une personne locale. En réalité, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait que d'une limite ici. Parce que tant que tu as quelque chose de précieux à offrir, les gens vont aussi t'accepter, que tu sois ou non une personne locale. Et tu as une anecdote dans un pays, quelque chose qui t'a aidé à briser ce syndrome de l'imposteur? Ou si tu as eu, disons, un travail qui t'a servi d'élan, de tremplin pour arriver là où tu es aujourd'hui? La vérité, c'est que j'ai une anecdote très drôle parce que après la pandémie, en fait, juste avant la pandémie, je sentais que j'étais en train d'accomplir des choses. Peut-être que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais ça me suffisait pour me dire que je pouvais travailler pour moi-même, que je n'avais pas besoin de travailler ailleurs. Tu sais, dans un restaurant ou je ne sais pas, dans un magasin. Mais quand la pandémie est arrivée, que tout était fermé, je me suis retrouvé sans option en Europe et j'ai décidé d'aller à New York, là où était ma mère. Je ne peux pas simplement garder la même mentalité, je dois voir ce que je peux découvrir. Eh bien, c'est là que j'en suis arrivé à avoir 3 emplois en même temps, à nettoyer des voitures dans une liquor store et comme barman.
Normalement, je ne bois pas d'alcool, mais le travail de barman est finalement devenu mon travail préféré. C'était mon travail préféré. Et même si je n'avais jamais fait quelque chose comme ça, quand ils m'ont fait passer l'entretien, je leur ai dit « Écoutez, moi comme barman, je l'ai déjà fait ici, vous savez, depuis le meilleur, il y a 100 ans avant Jésus-Christ. C'est moi qui ai servi le vin lors du dernier souper. » Et bon, la vérité c'est que quand j'ai commencé, le premier jour, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. J'ai dit à celui qui travaillait là, écoute, moi un jour, je travaillais, je le faisais d'une manière différente. Donc je veux que tu m'expliques pour voir, pour m'assurer que je peux le faire comme on le fait ici. Voilà, c'est comme ça, j'ai appris et tout s'est bien passé. Ils m'ont ensuite fait davantage confiance en voyant que Kevin faisait du bon travail. Ils m'ont donné plus de jours et je suis resté. Le dicton « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives » ne s'applique-t-il pas souvent au monde du travail? Oui, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est la clé pour n'importe quel travail. Eh bien non, si tu es médecin, Un médecin, s'il te plaît? Non! clairement non. Oui, non, mais totalement, parce que en vérité, je n'en avais aucune idée. Mais je savais que ce travail de barman pouvait beaucoup m'aider pour ce que je voulais, car au final, je ne voulais pas être barman, même si je gagnais beaucoup d'argent là-bas. Je savais que je voulais utiliser ces économies pour m'acheter des caméras, pour pouvoir continuer à avancer dans l'idée que j'avais, et m'acheter le parachute, enfin, c'était un seul. Pour aller sauter, je devais louer l'équipement, ce qui coûtait très cher. J'avais des objectifs clairs et je savais que je ne travaillerais là que jusqu'à avoir économisé l'argent nécessaire. Et combien de temps cela a-t-il duré avant que tu ne retournes en Europe? Ça a duré entre 5 et 6 mois au total. En fait, pendant les premiers mois, je faisais 3 boulots en même temps. Peut-être qu'au restaurant, ils ne me connaissaient pas bien et ne m'avaient pas donné beaucoup de jours. Donc, ces mois ont été horribles. Je travaillais de 8h du matin jusqu'à 1h du matin tous les jours. Au total, j'y suis resté environ 5 ou 6 mois. Waouh! En travaillant comme ça? En travaillant comme ça, Ensuite, tu es revenu en Europe et la situation était presque normale. je n'avais pas non plus de situation régulière aux États-Unis, donc je devais retourner en Europe. Pas le choix. Mais j'avais déjà acheté mon matériel et bon, je pouvais passer à l'étape suivante pour chercher des projets plus professionnels. Et aussi, la situation du Covid s'était déjà améliorée, donc il y avait plus de possibilités, plus d'options ouvertes, bien sûr. Des années se sont écoulées pour le Venezuela? 9? 9. Ça fait 9 ans en mars maintenant. Tu es revenu cette année pour te reposer. Rien de plus. Une fois tu recommencerais à vivre, à travailler, ou tu ne t'imagines plus jamais le faire? Cette année, je suis revenu en mars, après 8 ans. C'était une expérience incroyable, même si j'étais un peu perdu et ne comprenais rien. Mais Surtout sur le plan économique. c'est comme rentrer chez soi après des vacances, sauf que là, elles ont duré 8 ans. Mais je crois que j'en suis à un point où la seule façon pour moi de retourner au Venezuela, ce serait que ce pays puisse me donner ce que j'ai réussi à obtenir ici, ou que je puisse y retrouver ce que j'ai accompli ici. Oui, j'aimerais faire quelque chose que, par exemple, dans le domaine du sport, de l'aventure, des sports extrêmes, j'aimerais avoir la possibilité de développer quelque chose dans ce domaine. Aimant beaucoup cette culture, j'aimerais la voir dans mon pays car elle est vraiment belle. Je ne pense pas que je vais y retourner pour y vivre définitivement. Non, mais maintenant, je veux y vivre chaque année. D'accord, eh bien c'est un début. La vérité, c'est que j'ai mené une vie assez nomade. Ce n'est pas facile là où je suis maintenant. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Et je ne sais pas si je le trouverai là-bas, mais j'aimerais vraiment pouvoir apporter quelque chose de ce que j'ai appris et découvert dans le monde. Et où aimerais-tu que soit ta base, cet endroit où tu reviens à chaque fin de saison? Dans le monde, Dans le monde en général? n'importe où. Tu n'as pas de seulement endroit en tête? Eh bien, pour l'instant, en hiver, nous sommes ici. Exactement en saison? Oui. On verra plus tard ce qu'il fera en été. Revenons sur les pistes. D'accord. Bon, que penses-tu de ce petit bois?
Bon, frérot, raconte-moi, c'était quoi ce boulot quand tu étais à Madrid? Qu'est-ce que tu as dit? Là, c'est vraiment ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Écoute, j'aimerais te raconter une histoire d'une expérience parfaite, mais la vérité, c'est que ce n'était pas comme ça. Il y a eu énormément de hauts et de bas. Et évidemment, à un moment donné, tu doutes, tu te demandes, qu'est-ce que je fais? Je viens juste de quitter l'université. J'étais un peu déprimé à cause de ça, mais il est arrivé un moment où je me suis dit, tu as pris cette décision, tu dois continuer, aller de l'avant avec ce que tu as choisi, évidemment. Alors je me suis donné comme 2 claques et j'ai commencé à chercher des options. Elles ne sont pas venues facilement, j'ai toujours dû réfléchir. Que faire de différent de ce que beaucoup de gens faisaient déjà? Évidemment, pour pouvoir réussir, peut-être arriver là où je voulais arriver, mais au moins avancer, faire quelques pas. L'une des premières expériences qui m'a le plus plu, c'est que lorsque j'ai suivi le cours de parachutisme, tu fais le cours parfaitement. Mais évidemment, ensuite pour sauter, ce n'est pas économique, et j'avais de l'argent économisé pour le cours, mais après, je ne pouvais pas sauter. Je n'avais pas d'argent pour sauter. L'une des idées que j'ai eues, c'est d'expliquer pourquoi le parachutisme. Je peux t'aider avec le contenu et le marketing de tes réseaux sociaux, et en échange, tu m'offres des sauts. J'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris dans cet endroit. J'ai peut-être amélioré ma technique de réalisateur, et j'ai appris sur l'art de la photographie et la biographie en général. Ça m'a aidé à continuer à sauter, et pas seulement ça, mais aussi à rencontrer des personnes du monde entier qui, à l'avenir, elles ont été très importantes pour ma croissance dans l'industrie de l'enregistrement. Les athlètes. Combien coûte à peu près le cours de parachutisme à Madrid? À ce moment-là, ça m'a coûté, je crois, 1800 €, et évidemment, j'arrivais d'un autre pays. Ça faisait déjà 1 an et demi ou 2 ans. En Europe, c'était énormément d'argent. Enfin, c'est énormément d'argent. Grâce à divers petits boulots en Espagne, à Madrid et en Allemagne, j'ai pu économiser pour le cours. Quand tu finis le cours, faire un saut par mois ou un saut tous les 6 mois, tu veux faire 5 sauts d'affilée parce que l'adrénaline t'en demande toujours plus. Oui, Chaque saut. Si tu n'as pas d'équipement, c'était environ 60 €, 50 €, et évidemment, faire 10 sauts en une semaine, ça faisait beaucoup d'argent. 500 € bien sûr. C'est là que tu as fait l'alliance et continué à filmer dans le parachutisme. Je crois que c'est ainsi que ton lien avec Red Bull est né, n'est-ce pas? Oui, ils m'ont recommandé le tunnel de vent, ont apprécié mon travail en parachutisme et ont demandé mon nom. Ils m'ont offert de travailler avec eux, car, en tant que parachutiste, on s'entraîne aussi dans le tunnel. D'accord? Le tunnel est encore beaucoup plus cher, parce qu'une heure te coûtait à ce moment-là, je crois, 700, 600, 800 €. Waouh! Je voulais m'entraîner pour progresser, alors on m'a permis d'échanger ce travail contre du temps dans le tunnel. Évidemment, tu te dis que tu ne gagnes pas d'argent. Je ne gagnais pas d'argent, mais j'acquérais de l'expérience et constituais un portfolio. Ainsi, quand un client me demande ce que je sais faire, je lui montre mes réalisations. Et c'est très important, même si vous ne le croyez pas, c'est l'une des parties les plus importantes de l'entrepreneuriat parce que parfois la vie est injuste et elle ne récompense pas seulement le talent, mais aussi les personnes que tu connais. Alors, je ne veux pas dire que si tu es littéralement un inconnu, tu n'iras jamais loin. Évidemment, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour t'entraîner et te professionnaliser dans ce qui te passionne, mais tu dois aussi investir beaucoup dans le travail. Le réseau social, littéralement rencontrer des gens, faire du networking, aller à des événements, aller dans des endroits où se trouvent les personnes avec lesquelles tu veux t'entourer pour pouvoir y arriver. Eh bien, regarde, être réalisateur, littéralement pour Red Bull. Raconte-moi cette première fois où tu as travaillé avec Red Bull. Comment ça s'est passé? Regarde ça, vraiment. Bon, d'abord, je veux dire quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, qui est super important. Parce qu'une fois que j'ai déménagé en Slovénie, c'était pour une courte période, c'était environ 3 mois. Je vivais près d'un aéroport, une zone où nous habitions, et il y avait une production de Red Bull sur place. Et moi, waouh, j'y allais tous les jours pour voir la production, parce que j'étais super fan de Red Bull, depuis tout petit, depuis que j'ai acheté ma première GoPro, tu sais. Et je me souviens qu'il y avait le réalisateur, ils étaient en train de filmer quelque chose pour le projet, et je lui ai demandé « Comment on fait pour arriver chez Red Bull ?» Il m'a dit une chose qui m'a marqué. Ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu connais. Waouh! Depuis ce moment-là, cette phrase a tout changé pour moi. Je ne me suis pas seulement concentré sur mon amélioration en tant que réalisateur,
mais aussi à connaître les bonnes personnes et à leur apporter ce que je pouvais avant de demander quoi que ce soit. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a vraiment changé. Grâce à cela, quand je suis arrivé à ce que j'ai mentionné avant, ceux du tunnel de vent, ils ont beaucoup aimé ce que j'apportais à leur image. Alors il m'a dit, je vais te présenter à une personne qui va beaucoup t'aider à faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, cette personne est un grand ami avec qui je travaille depuis des années. C'est Dani Roman, un athlète Red Bull d'Espagne avec qui j'ai réalisé mon premier projet officiel pour Red Bull, sur le pont de Ronda à Malaga. On peut partager la vidéo ici ou mettre le lien pour que chacun la voie, bien sûr. Montre-moi un peu. Oui, allons-y, montrons-le. Oui. Bien. Après ce projet, c'est comme si une infinité d'opportunités s'ouvraient. C'est comme ce que tu as fait, qui tu connais, tu te présentes déjà d'une autre manière, ta confiance augmente aussi. Et c'est comme si ça m'avait aidé à continuer à gravir les niveaux suivants. Quand je présentais des propositions aux entreprises, genre, regarde, j'aimerais travailler avec toi, je peux faire ceci et cela, et ils me demandaient, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu présentes ce projet, ils disent parfait, ils croient en toi, et savent ce que tu peux faire aussi bien ou mieux pour eux. Et qu'est-ce qui t'a amené, brother, ou quel a été le contact grâce auquel tu as fini par arriver à Courchevel? Tu faisais du ski depuis tout petit ou raconte-nous toute ton expérience, comment tu as fini ici? N'est-ce pas? Ça a été tout un parcours parce que quand je vivais en Slovénie, j'ai rencontré Eline, que tu as mentionné tout à l'heure, qui était maintenant ma copine et instructrice à Courchevel. Et la vérité, c'est que quand ma carrière a pris un tournant, comme ma carrière d'été, ça se passait très bien pour moi. J'étais très content de ce que je faisais, des choses que j'accomplissais. En hiver, j'avais peu à faire car la saison est de plus calme. Elle m'a alors proposé « Pourquoi ne viens-tu pas à Courchevel pour voir ce qu'on peut faire ?» Je suis venu une année, c'était en... Je ne me souviens plus, je crois que c'était il y a 4 ans et demi à peu près. Et j'ai essayé, ça m'a paru intéressant. J'ai testé le ski pour la première fois, je ne savais pas si j'étais fait pour ça. Imagine un gars des plaines de San Juan de los Morros à Courchevel. J'ai eu une expérience, un petit boulot, et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose ici. Alors je me suis mis à pratiquer, j'ai appris un peu à skier, j'ai fait quelques petits boulots, et je n'ai pas seulement vu une opportunité ici, mais j'ai aussi cherché comment innover dans ce qui se faisait, parce que j'ai vu que le service était offert. La Ciudad dit... Voyant une opportunité, je me suis dit qu'en apprenant bien à skier et en pratiquant, je pourrais saisir ce marché. Tu es prêt à l'écouter? Je suis prêt, bien sûr. La journée avec photos, vidéos, drones, actions, pauses, fêtes, tout inclus, tout ce que j'ai mentionné avant, 1 200 €. Et normalement, qui sont tes clients? C'est-à-dire, quelle est ta cible? Eh bien, mes clients, je les ai divisés en 3 groupes. Groupe de famille, groupe familial. Ah, c'est 1200 pour toute la famille ou par personne? Ça dépend. Si le groupe est très grand, je leur recommande de prendre 2 ou 3 jours, par exemple. D'accord. Si le groupe est petit, c'est impossible en une journée. D'accord. Et Des groupes d'amis qui ont peut-être une occasion spéciale, qui veulent garder un souvenir incroyable. Photos, vidéos, tout. Et une grande partie qui a augmenté, ce sont les influenceurs. D'accord. Et les influenceurs viennent et te paient ou veulent te proposer un échange 50-50. Attention, c'est quelque chose pour rire, mais en réalité, ceux qui offrent leurs services en freelance ont aussi besoin de publicité. Et c'est vrai que parfois les influenceurs profitent de leur portée, de leurs abonnés, pour essayer d'obtenir tout gratuitement. Et je parle à la 3e personne, parce que nous, c'est-à-dire, on déteste ça. Je préfère ne rien faire plutôt que de devoir le demander en échange, et je préfère payer puis être bien payé ensuite. Parce que sinon, tu fais un échange avec quelqu'un et l'autre qui veut t'embaucher apprend que tu as fait un échange et il veut seulement te proposer un échange. Et au final, ça fait baisser ta valeur en tant que créateur de contenu, enfin influenceur, ou peu importe comment on les appelle. Mais si c'est la marque, si c'est l'hôtel de luxe, si c'est Kevin qui vient et dit « Regarde, j'aime tes réseaux, ceci ». Donc bon, la publicité est aussi nécessaire. Et en général, ça m'intrigue. De quel pays viennent tes plus grands clients français? En vérité, les Français sont ceux que j'ai le moins eu comme clients. D'accord.
Les Français, ce sont peut-être les commerces locaux, par exemple Valzest, même l'Office du tourisme de Courchevel. Ils ont été mes clients, mais la plupart sont des touristes qui font appel à mes services. Des États-Unis, de tout ce qui est, par exemple, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, C'est-à-dire le Moyen-Orient saoudien? tout le Moyen-Orient. Oui, et des Brésiliens. Sérieusement, c'est fou! Je n'imaginais pas que des Brésiliens viendraient ici et avec autant d'argent. Non, parce qu'évidemment, venir à Courchevel, c'est déjà assez cher. Mais en plus, payer les services, les repas et tout le reste rend ça bien plus cher. Oh oh. Putain de merde. Ah, Maricuñez. D'accord mon pote, maintenant j'aimerais te poser une autre question parce que je sais que cette vidéo va intéresser beaucoup de gens, pas seulement pour tes services, mais aussi pour venir skier à Cruchevel. Nous avons fait une vidéo l'année dernière, combien ça coûte de venir skier à Cruchevel, et tout est détaillé là-bas, mais si ça t'embête de regarder en détail, dis-moi en gros, combien une personne peut-elle dépenser ? Genre le minimum qui inclut le forfait de ski pour une semaine, la location du matériel, la location d'un petit appartement. Et puis la nourriture, j'imagine que c'est à la maison parce que manger dehors est très cher. Ici, à Cruchevel... Regarde, le bon côté de Cruchevel, c'est que tu as des options. Tu as beaucoup d'options, depuis le moins cher jusqu'au plus cher, qui je pense est illimité. D'accord. Évidemment, cela dépend si tu veux vivre l'expérience de Cruchevel ou simplement skier sans te soucier de l'endroit. En tant que tel, tu peux louer un Airbnb qui peut te coûter 1500 la semaine. D'accord, 200 $. Tu as le forfait à 300 et quelques par personne, tu as un marché en bas de la montagne. Donc tu peux dépenser par personne 2000 €. Oui. Mais évidemment, ce ne sera pas l'expérience de Cruchevel. Et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle autre station de ski. Moins cher. Moins cher, et tu peux même peut-être expérimenter plus de choses. D'accord. Mais je peux te dire qu'ici, il y a des gens qui viennent avec des budgets illimités et qui peuvent dépenser 500 000, 600 000 en une semaine. Waouh, t'as déjà travaillé avec un client comme ça? La plupart de mes clients sont comme ça. Waouh. Donc, combien peut coûter la location d'un chalet, par exemple, pour une personne ou pour une famille, pour une semaine? Le chalet le moins cher peut te coûter environ 15 000 et le plus cher peut dépasser les 500 000 pour la semaine. 500 000 $ pour une semaine. Euros. Euros, exactement, ce qui ferait plus de 600 000, waouh. C'est fou. Le meilleur avec ses clients, c'est que ce sont des personnes très simples. Non, on pourrait penser qu'elles seraient très prétentieuses, très exigeantes. Mais en réalité, elles sont super tranquilles. Donc elles sont ravies du service que tu leur offres. Cela n'abaisse pas mon niveau de service, au contraire, il l'élève et me permet de travailler sereinement comme je le souhaite. C'est ce qu'ils apprécient. Totalement, c'est que moi, eh bien, vous voyez les personnes les plus riches du monde avec des vêtements très simples. Et au final, je pense qu'avoir autant d'argent te rend un peu philanthrope, alors que ceux qui en ont à peine un peu veulent le montrer. Attention, ce n'est pas systématique, mais fréquent dans de nombreuses situations. Et il y a quelque chose dont tu te rends compte. Ici, ceux qui ont le moins et le plus petit budget sont les plus embêtants. Classique, c'est classique mon frère. J'ai encore 2 petites questions avant de terminer la vidéo. La première, est-ce que tu as continué avec le parachute? As-tu pratiqué un autre sport aérien? Raconte-moi ça. Oui, eh bien, n'est-ce pas? Ma raison de continuer avec le parachutisme, c'est parce que j'ai un rêve que je veux réaliser dès que possible, qui est de sauter du salto angel. Donc après le parachutisme et après avoir atteint le niveau nécessaire, j'ai appris le base jump.
Waouh, et le base jump, n'est-ce pas? Ça a été une expérience vraiment intéressante, ça t'apprend beaucoup de choses, pas seulement ce qu'est le base jump, mais aussi le contrôle intérieur. Surmonter ses peurs, c'est la chose la plus profonde que tu puisses imaginer. Ce n'est pas juste une phrase toute faite, ça marche vraiment bien. Beaucoup dans ce sens, oui, oui. Ces dernières années, non, je n'ai pas beaucoup sauté, parce que en fait j'avais d'autres choses en tête et j'ai été assez occupé. Mais je pense m'y remettre cet été et réaliser bientôt le rêve de faire le saut. Ange. Wow, eh bien, écoutez, ceci est la première déclaration et manifestation publique parce qu'il me l'avait déjà dit l'année dernière à propos de ce saut de base. J'espère être là pour t'accompagner, pas pour sauter évidemment, mais au moins depuis le bas. Ou refaire la descente en rappel qui a été l'une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues dans ma vie. Et maintenant, dernière question avant de conclure, je voudrais que tu me donnes un conseil ou plusieurs si tu en as plusieurs pour ces personnes entrepreneuses qui veulent vivre de leurs rêves mais qui ne trouvent pas comment y parvenir. Comme peut-être parce qu'elles n'ont pas de budget ou peut-être parce qu'elles ont un travail classique et n'ont pas le temps de se consacrer à leurs rêves. Qu'est-ce que tu peux leur dire basé sur ton expérience et sur les erreurs que tu as peut-être commises et qu'ils pourraient t'éviter s'ils t'écoutent? Je pense que je pourrais dire 3 choses très importantes concernant mon expérience, qui sont celles qui m'ont le plus aidé. Peut-être que lorsque tu veux commencer quelque chose, donc que tu veux accomplir quelque chose, ton esprit te dit automatiquement « À qui puis-je demander cela? À qui puis-je demander cela ?» En fait, si tu changes de mentalité et te demandes « Que puis-je offrir pour attirer les gens ?» de la valeur, c'est là que tout commence à avoir plus de sens, parce que ce n'est plus toi qui demandes, mais toi qui apportes quelque chose. Et ces personnes vont te voir différemment, elles ne te verront pas comme un fardeau, mais comme quelque chose de valeur. Le deuxième serait le même conseil qu'on m'a donné en Slovénie. Ce n'est pas tellement ce que tu fais qui compte, mais plutôt qui tu connais. Alors concentre-toi vraiment sur le fait de rencontrer les bonnes personnes et de leur apporter quelque chose de valeur. Et la troisième, qui je pense est aussi la base de tout, c'est que tout au long de ton parcours ou de ta carrière, tu vas tomber de nombreuses fois et tu vas parfois regretter ou te demander « Qu'est-ce que je fais ? Je n'en ai aucune idée. » Et la différence sera de savoir si tu abandonnes tout, comme si tu envoyais tout balader, ou si tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Et tu te relèves et tu continues à avancer vers là où tu veux aller. En gros, discipline et constance, rien de plus mon frère. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accueillis en France. Merci beaucoup de nous avoir appris à skier. Merci surtout pour ton amitié. Et j'espère non seulement que tout continue à bien se passer pour toi, que tous tes rêves continuent de se réaliser, mais aussi que nous continuions à voyager ensemble. Bien sûr, et la prochaine fois, on se retrouve sur les pistes. Ouais. Et mes amis, avant de finir, je vous invite à voir la vidéo de l'an dernier si vous voulez. Non seulement pour voir en détail combien ça coûte de venir ici, mais aussi comment est la vie ici. Avec la petite amie de Kevin qui m'a parlé du coût de la vie, comment on peut venir travailler, combien on peut gagner selon différents types de professions. Et petit à petit, eh bien, s'immerger dans le monde de l'hiver, de la neige. Ici à Courchevel, si tu décroches vraiment un travail, tu deviens littéralement une référence, tu deviens comme ce que je pense que Kevin est, une légende ici à Courchevel. Parce que honnêtement, il ne s'arrête jamais. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas raconté. Mais parfois, il a un client de 9h jusqu'à 16h quand les pistes ferment. Enfin, elles ferment à 16h30. Et ensuite, il a une fête de 21h jusqu'à 1 ou 2h du matin. Et le lendemain, il a un autre client à 9h du matin avec à peine 5 ou 6 heures de sommeil. J'ai vécu ça l'année dernière et c'était incroyable qu'il vivait là où nous restons en ce moment, à 1650 mètres, parce que Courchevel est divisé par altitude. Et le temps que ça lui prenait depuis là-bas jusqu'ici, en prenant le téléphérique, en garant la voiture et tout ça, c'était environ 1 heure pour venir et 1 heure pour repartir. Eh bien, cette année, ils n'ont pas seulement loué cet appartement pour des amis et de la famille qui sont venus leur rendre visite, parce que c'est aussi comme leur échappatoire et leur plaisir. Mais ils ont aussi loué un autre appartement ici, juste au 1850. Littéralement, ils sortent de chez eux en ski pour pouvoir dormir plus longtemps et être plus ponctuels lorsqu'ils travaillent avec des clients. Pouvoir rentrer à la maison plus tôt. Après les fêtes qu'ils doivent filmer, le pire c'est que Kevin ne boit même pas une bière, il n'aime pas l'alcool,
mais il va quand même aux fêtes. Pratiquement 4 ou 5 fois par semaine pour filmer ses DJ et ensuite répéter ce processus, tout ça pendant 4 ou 5 mois, c'est-à-dire de fin novembre jusqu'à fin avril, qui correspond à la durée de la saison de ski ici en hiver. Et enfin, je veux vous rappeler que rien n'est impossible. Je sais que ça sonne très cliché et que vous allez me dire non, mais c'est que ma condition, non, mais toi tu es privilégié, non? Mais regardez, si littéralement Kevin a réussi à obtenir ce qu'il a aujourd'hui en partant d'où il vient. Parce que je vais être très honnête avec vous, et d'ailleurs, je l'ai dit franchement. Je suis très reconnaissant envers ma famille. Mon père a pu me payer l'éducation que j'ai eue, même si tout ce que j'ai accompli, je l'ai fait pratiquement contre sa volonté, du moins au début. C'était une personne à qui il était difficile de croire en ce projet si fou parce qu'il ne connaissait pas d'autre façon. Il avait un mode de vie ou des affaires très traditionnels et pour lui, gagner de l'argent, c'était se lever à 6 h du matin, aller à la boulangerie et rentrer à la maison à 10 ou 11 h du soir. Donc, c'est normal qu'il ait douté de moi, mais je n'ai jamais manqué de rien d'essentiel. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu une éducation et cela m'a donné, d'une manière ou d'une autre, la liberté d'expérimenter. J'ai encaissé beaucoup de coups, j'ai littéralement accumulé des dettes, c'était horrible, mais j'ai continué à croire en mes rêves et aujourd'hui je suis là, pratiquement en train de vivre littéralement une vie de rêve avec ses hauts et ses bas. Bien sûr, mais je ne l'échangerai pour aucune autre au monde. Et j'adore que l'histoire de Kevin soit jeune, il a 30 ans moi, eh bien j'en ai 33. Et c'est une preuve que tu n'as pas toujours besoin d'attendre d'être un vieux monsieur pour pouvoir commencer à profiter de la vie, à voyager avec tes économies et à vivre la Dolce Vita. Non, 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 bien sûr que non. C'est-à-dire, il faut avoir un équilibre, il ne faut pas toujours penser à la retraite. Attention, tu ne dois pas non plus gaspiller tout l'argent que tu gagnes. Épargne une partie, investis une autre partie et bien sûr profite d'une autre partie parce que c'est ça la vie, ce sont les moments du présent, on ne sait pas où on sera demain. Et si tu te mets littéralement à dépenser tout ton argent, il se peut qu'en cas de problème, ou si tu te mets à tout économiser, il peut aussi t'arriver quelque chose. Et tu n'as même rien apprécié, ce sont tes enfants, tes petits-enfants qui en profitent à la fin. Attention, j'ai vu énormément, mais vraiment énormément de cas comme ça, donc je vais arrêter cette vidéo ici. J'adorerais raconter plus d'histoires de Vénézuéliens ou de Vénézuéliennes exceptionnelles dans le monde, comme Caïn. Donc si tu en connais une autre ou si c'est toi-même qui regarde cette vidéo, écris-nous sur Instagram en message privé. De quel pays es-tu? Que fais-tu? Et peut-être qu'on viendra te rendre visite dans ton nouveau chez-toi, dans ta nouvelle petite terre, et on racontera ton histoire. Maintenant, oui, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter ce que vous avez pensé de l'histoire de Caïn, et c'est tout. On se retrouve dans une semaine ou dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.